On ne peut pas être un innovateur si la peur est en permanence notre quotidien. Et je pense que c'est extrêmement intéressant ce que tu partageais, c'est-à-dire que oui, pour avoir une vision micro et macro, il faut avoir une manière, on va dire, confortable d'aborder sa vie et d'aborder son quotidien. On ne peut pas être un innovateur si la peur est en permanence notre quotidien. Bonjour, je m'appelle Alexandre Zamati et toutes les semaines, je vous propose avec ASAP une conversation inspirante avec une personnalité du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Jean-Christophe Messina, entrepreneur et auteur de Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs. Dans cet épisode d'ASAP, Jean-Christophe va nous expliquer quels sont les points communs entre ces trois personnalités qui ont marqué leur siècle, les innovations qu'ils ont imaginées. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Donc Jean-Christophe, 43 ans. Moi, j'ai une formation de juriste à la base. J'ai œuvré pendant plus de 15 ans au sein des collectivités territoriales sur des enjeux d'intercommunalité, sur des problématiques organisationnelles, et puis dans des fonctions de DRH, dans ma dernière expérience professionnelle au sein des collectivités territoriales. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était cette capacité à la fois de trouver des solutions, mais surtout de simplifier les choses. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation, non pas comme une matière complexe, mais comme une manière d'aborder la simplification de la complexité. Et donc en 2014, j'ai créé avec deux associés, donc Cyril de Souza-Cardozo et Cécile Carpentier, une société qui s'appelle le cabinet Audalum. Et puis on a commencé à réfléchir sur la notion d'innovation, et la fonction première de ce cabinet, c'était d'accompagner la transformation des organisations et essayer de travailler sur l'efficience, comment à la fois gagner à la fois du temps et puis pas perdre trop d'énergie pour essayer d'apporter des solutions concrètes à la fois aux organisations et puis surtout à ceux qui au quotidien œuvrent au sein de ces organisations. Puis on a commencé à rentrer un peu plus sur la créativité, sur l'innovation, et surtout avec Cyril de Souza-Cardozo, qui lui-même était un expert en fait dans les conduites de projets d'innovation dans sa vie passée. Et puis on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui fait l'innovation, et aujourd'hui surtout à quoi ça sert l'innovation, et surtout dans la posture comment soi-même être un innovateur dans son quotidien, et peut-être tout simplement une formule, comment être un acteur dans son quotidien. Un procédé, ça peut être une idée, ça peut être une manière également de penser, c'est simplement avant tout de répondre à un besoin qui rentre en résonance psychologique et sociologique avec son époque. Et on se rend compte qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais si on ne rencontre pas son public, on ne passe pas dans la transformation, c'est-à-dire de passer de l'invention à l'innovation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire chaque année le concours Lépine, on peut voir des idées fabuleuses, il y a des inventeurs, des gens qui au quotidien essaient de trouver des solutions, mais à un moment, qu'est-ce qui leur permet de transformer et de passer à l'industrialisation de l'innovation? C'est si elle rencontre son public. Et comment on rencontre son public? Si on arrive à avoir ces capteurs sensibles qui nous permettent de rentrer dans cette résonance psychologique et sociologique pour bien comprendre quels sont les besoins de son époque. Et c'est pour moi, c'est ce qui est vraiment une des clés d'innovation, mais elle répond avant tout à un besoin. Ce n'est pas simplement innover pour se faire plaisir, c'est innover avant tout pour comprendre un monde, comprendre des besoins et y répondre. Comprendre des besoins et y répondre. Alors je pense que l'innovation, la formule n'est pas extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient, c'est une approche intrinsèque en fait. Et pour être tout à fait simple et concret, c'est cette capacité au quotidien d'avoir l'audace, d'avoir du courage et d'avoir cette manière de se remettre en question en acceptant la diversité des choses pour soi-même essayer de trouver une autre manière déjà de penser. Pour moi, c'est relié vraiment sur une capacité, sur une manière de penser, sur une posture. Il ne faut pas oublier que 80% d'innovation, plus de 80% est non technologique. Là aussi, parce qu'il y a une manière aussi pour certains de rendre un langage un peu ésotérique et distant d'innovation, alors que chacun peut être aujourd'hui un innovateur
Et c'est ça qui est intéressant. Au fin fond de la montagne, on peut avoir également sa manière de répondre à son besoin et de trouver des solutions. Et avant tout, pour être un innovateur, c'est accepter l'erreur. Et c'est cette manière en permanence, dans cette itération, essai, erreur, apprentissage. Et en permanence, c'est qu'est-ce que j'en fais? En fait, c'est un mouvement. L'innovation est un mouvement. Notre manière déjà de penser. Travailler sur un ouvrage sorti aux éditions Odile Jacob qui est innové comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs. Là, on parle des innovateurs qui ont tous un point commun qui est cette volonté de changer le monde. Ce qui est aussi intéressant, et un élément qu'on peut retrouver, c'est leur capacité à réaliser des choses complexes de manière simple et esthétique. L'esthétique fait partie, pour les trois, d'un indicateur de réussite de leur manière d'aborder l'innovation. Steve Jobs disait souvent « ce qui n'est pas esthétique ne marche pas ». C'est-à-dire qu'on relie vraiment la notion de l'esthétique. C'est pour ça que l'expression de design itératif elle est intéressante, parce que le designer, c'est celui qui permet également de répondre d'une manière la plus esthétique possible à un besoin par l'expérience. Donc on voit bien le lien entre le design, entre la notion d'esthétisme et la notion d'innovateur. Et ça, c'est un point sur lequel vraiment j'ai envie d'insister, parce que trop souvent, on oublie cette capacité, et certains disent même au niveau du codage, un code est beau. Un code qui fonctionne bien, c'est un code esthétiquement beau. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'ils ont une manière d'organiser leurs équipes et leur structure. Alors on appelle ça souvent l'organisation ruche. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent à l'intérieur de leurs entreprises des mini-commandos, avec chacun leur spécificité, dont l'objectif de ces commandos, c'est d'apprendre à travailler et de travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est de faciliter la coopération dans les organisations. Et chacun travaille par petites équipes qui sont souvent entre 5 et 10 collaborateurs sur une problématique qui va aller nourrir une autre équipe qui travaille sur une autre problématique, d'où la version et l'expression d'organisation ruche, telles les abeilles qui chacun aujourd'hui va contribuer à la réussite pour arriver à cette substantifique, à ce nectar qui permet, on va dire, de montrer qu'il y a vraiment une chaîne de production efficace. Cette volonté de changer le monde. Ce sont des personnes qui sont restées quand même à la tête de l'organisation tout le long de l'aventure, là aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous le diktat, alors malgré, on va dire, les mésaventures de certains des innovateurs qu'on a choisis, mais ils sont quand même restés aux manettes, aux commandes. Donc ça aussi, si un conseil d'administration, un conseil de surveillance peut remettre en question tous les 3 ans aujourd'hui le mandat d'un dirigeant, donc en fait on commence avec une sorte de peur. Et la peur aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro 1 de l'innovation et de la créativité. On ne peut pas être un innovateur si la peur est en permanence notre quotidien. Et je pense que c'est extrêmement intéressant ce que tu partageais, c'est-à-dire que oui, pour avoir une vision micro et macro, il faut avoir une manière, on va dire, confortable d'aborder sa vie et d'aborder son quotidien. En même temps, quand on parle de macro, on se rend compte que les transformations et la vision, elle n'est pas non plus sur 150 ans. Ce qui motive, c'est comment moi, dans ma vie, je vais pouvoir voir la transformation. On n'est pas non plus dans une approche qu'on a pu connaître où on est dans une construction d'un édifice ou d'une cathédrale où il va y avoir 100, 150 ou 200 ans. Aujourd'hui, ces motivations à 200 ans sont très complexes. C'est comment moi je peux me représenter dans la durée de ma vie pour voir, avant de mourir, ma transformation. Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de grands innovateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont que d'obsession pour faire de la croissance minimum à 2 chiffres. Pourquoi 2 chiffres? Pour une raison extrêmement simple, parce qu'ils veulent changer le monde sur une durée de vie qu'ils considèrent entre 40 et 60 ans. Et c'est très compliqué de transformer le monde lorsqu'on a une croissance à 2% ou à 3%. Ils considèrent que c'est une croissance molle. Donc si on veut être impactant, s'il y a une volonté forte de répondre à une ambition de changer le monde, il faut à minima une croissance exponentielle à 2 chiffres, une volonté aussi de réinjecter les profits, les bénéfices sur de la création de la valeur
et pas systématiquement sur de la distribution de la dividende, ce qu'on peut retrouver très souvent chez nous. C'est-à-dire qu'une volonté aussi de croire un moment à une vision, de croire à un leader inspirant, de croire à un innovateur qui est lui-même créateur de richesse et lui donner tous les moyens pour répondre et pour très rapidement créer de la richesse. Et c'est vraiment le point commun de ces trois, c'est-à-dire que cette manière aussi de ne pas distribuer les dividendes, de tout réinjecter sur de la technologie, tout réinjecter aujourd'hui sur de la croissance pour permettre en permanence d'avoir cette croissance minimum à 2 chiffres. J'ai une formule qui me plaît bien, il manque plutôt des patrons, il ne manque pas des chefs. Aujourd'hui, faites des patrons, faites pas des chefs. Il y a assez de verticalité aujourd'hui avec des chefs, des petits chefs, des grands chefs, mais à un moment, ils sont où les patrons ? Donc cette capacité du patron, aujourd'hui, quand on a des patrons très forts, on n'a pas besoin d'avoir X lignes hiérarchiques. Aujourd'hui, on a complexifié nos organisations et en fait, on se rend compte, ça a produit quoi ? Une absence d'efficience. Ça a produit quoi ? Un trouble organisationnel et individuel de chacun dans une organisation. Ça a produit quoi ? Ça a produit des pertes de motivation et une volonté aujourd'hui de trouver des sources externes à la fois de satisfaction, de reconnaissance. Donc attention là aussi de ne pas regarder des lignes hiérarchiques ou des strates, des processus lorsqu'il y a une problématique. C'est plutôt voir comment faire pour simplifier les choses. Donc moi, je suis vraiment un innovateur, c'est quelqu'un qui n'a que le goût de la simplification, une obsession de la simplification des choses. L'enfant de 7 ans doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans une structure. Si on a du mal à lui expliquer, c'est qu'à un moment, on est passé à côté de quelque chose. Et l'art, il est vraiment dans ce souci permanent et quotidien d'apporter des choses permanentes, simplification, pensant à quoi ? À l'usage, à l'usager final, à l'utilisateur final du service, à quoi ça sert et pour qui. Et je pense que très souvent, il faut commencer avant tout, lorsqu'on veut innover, à poser les questions au lieu de commencer par des affirmations. Et chacun avait ce souci obsessionnel de j'appelle ça le principe d'économie du temps. Ce principe d'économie du temps, c'est comment faire en sorte que dans ma journée, je n'ai qu'une obsession, c'est lutter contre ce qui me prend du temps ou ce qui me prend de l'énergie. Et sur chacune des tâches, me poser la question, est-ce qu'elle m'incombe vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut la faire mieux que moi ? Et s'il y a ces réponses, je réponds oui et oui. C'est comment moi je fais en sorte pour la faire de la manière la plus efficace possible. Donc tous les jours, l'obsession sur l'efficience, l'avenir n'appartient pas, j'appelle ça même le salut, j'irais dire, n'appartient pas aujourd'hui aux laborieux. Il appartient à ceux qui arrivent à trouver, alors cette posture, on la décline à travers un personnage qu'on a créé, qu'on appelle ça le glandeur magnifique, c'est-à-dire que celui qui a cette capacité à comprendre très rapidement son écosystème pour être lui-même aujourd'hui un activateur de son système. Donc avant tout, un innovateur, c'est quelqu'un qui est un bon systémicien, quelqu'un qui comprend son monde, quelqu'un qui comprend son univers, quelqu'un qui arrive à comprendre les signaux faibles aussi de son écosystème pour essayer de faire avec tout ça et très rapidement trouver sa valeur. Soyez libre, soyez innovateur, premièrement, c'est important. Dire que leur vivre pour moi, vivre c'est essayer, cette capacité en fait à créer, cette capacité à expérimenter et ses propres mouvements. Donc le jour où on est résigné, où on n'est plus dans cette posture d'être un acteur de sa vie, c'est très compliqué soi-même d'être un innovateur. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi bien innover dans sa vie. L'innovation n'est pas aussi quelque chose qui doit être fait que dans le monde de l'entreprise. C'est avant tout, je pense. Et innover dans sa vie pour être un innovateur partout. Il n'y a pas un segment d'innovation. L'innovation, c'est un écosystème d'innovation et quelle est aujourd'hui ma manière d'être un innovateur. Je remercie Jean-Christophe de s'être prêté au jeu et je vous invite la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP, un peu spécial, vous le verrez.